Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied, c'est Seb et je suis ravi de vous retrouver pour ce 99e numéro, ce 99e épisode du podcast À côté de mes pompes, podcast consacré à la course à pied avec des interviews, mon expérience personnelle, mais également l'appel aux experts. C'est ce que j'ai fait cette semaine pour une thématique qui m'a concerné, mais qui je pense vous concernera aussi si vous l'avez peut-être été dans votre pratique sportive. Alors avant de vous évoquer l'épisode du jour, je voulais savoir comment vous vous portiez avec ce retour de la chaleur, avec des températures qui montent très très haut. Dans ces cas-là, c'est difficile d'avoir un entraînement identique à une période un peu plus fraîche. Il faut veiller à s'hydrater, à peut-être sortir beaucoup plus tôt, ou si vous ne pouvez pas faire autrement que d'affronter la chaleur, de réduire tout simplement l'intensité. Je vous renvoie à l'épisode avec Fabrice, donc un autre expert que nous avions enregistré l'été dernier, comment aborder la chaleur. Ça doit être l'épisode 51 il me semble. Donc je vous remettrai les notes dans l'épisode de façon à ce que vous puissiez courir en toute sérénité mais également en toute sécurité. Alors passons maintenant à la thématique de mon épisode du jour. Comme vous avez pu lire sur le titre de cet épisode, lombalgie et running. Est-ce que le mal de dos fait bon ménage avec le running ? Est-ce qu'il y a des liens entre la pratique du running et ce mal de dos qui est appelé mal du siècle, soi-disant? Alors pour cela, j'ai fait appel à deux experts. L'un, vous le connaissez, c'est Xavier Téchenet. Comme il le dit, il a son petit rond de serviette sur le podcast. Xavier est donc kinésithérapeute, spécialiste dans les pathologies et les troubles musculo-squelettiques. Il est également entraîneur, donc il va nous apporter son regard donc d'expert sur ces pathologies liées au dos et la pratique du running. Et puis j'ai fait appel à une de ses camarades, donc Florence Morisseau, kinésithérapeute également, traileuse longue distance et comme Xavier, formatrice à la clinique du coureur. Alors avec mes deux experts, nous allons revenir sur les causes qui provoquent justement le mal de dos. Vous le savez, j'ai été victime pendant quelques semaines sur ce début d'année 2022 de douleurs au niveau des lombaires. Alors je voulais savoir d'où ces douleurs venaient et est-ce que la course à pied était le bon outil pour soulager mon dos, parce qu'on entend souvent que quand on a mal au dos, il faut pas courir, que la course à pied, ça provoque des troubles au niveau de la colonne vertébrale. Donc mes experts vont battre en brèche bon nombre de clichés, dépoussiérer un petit peu les croyances populaires et donc de nous apporter des réponses claires, précises, parce que quand on est sportif, être à l'arrêt, être embêté par son dos, ça nous mine le moral, du moins en ce qui me concerne. C'est compliqué quand j'ai ces douleurs lombaires de continuer à courir. Alors vous allez le voir, nos experts vont répondre sincèrement, franchement. Alors ça va peut-être pas plaire à tout le monde, mais en tout cas, je remercie Florence et Xavier pour cet épisode consacré à la lombalgie et au running. C'est le nouveau sujet de l'épisode du podcast À côté de mes pompes. Bonne écoute à vous. Alors aujourd'hui, sujet de l'épisode, la lombalgie, le mal de dos et la pratique du running. Et pour ce faire, j'ai fait appel à deux experts, Florence et Xavier. Merci d'avoir accepté l'invitation du podcast. Je vais laisser vous présenter. Florence, honneur à toi. Merci Sébastien de nous avoir invités. Alors, moi, je suis coureuse à pied. Je crois que c'est important que je me définisse comme ça en première intention. Vieille coureuse à pied, donc pas très rapide et plutôt orientée vers l'ultra. Et puis, je suis kinésithérapeute. J'ai une spécialité dans la prise en charge des pathologies du rachis avec une formation Mackenzie. J'enseigne pour cet institut français, l'Institut français Mackenzie. Et puis, je suis enseignante aussi pour la clinique du coureur, qui est un organisme de formation qui fait la promotion des bonnes pratiques en termes de prévention et de traitement des pathologies du coureur. Donc voilà, j'ai le plaisir de cumuler des casquettes qui me passionnent et d'allier travail et passion. Très bien. Xavier, bon, les auditeurs te connaissent, tu es déjà passé à 2 reprises sur le podcast, mais je te laisse te présenter à nouveau pour celles et ceux qui n'auraient pas entendu les épisodes précédents. Je te remercie pour le rond de serviette. Je suis très content de revenir ici, d'avoir ma petite place pour cet épisode. Xavier, je viens juste de passer la quarantaine. Je suis papa, amoureux. Je suis kiné. J'ai la chance d'exercer en campagne où j'ai une activité de kiné
plutôt axé sur les coureurs et les pathologies de dos de manière générale. J'ai le plaisir de recourir depuis quelque temps. Après une petite baisse d'activité, je reprends tout doucement un certain niveau de forme, mais pas un niveau de compétitivité. Et de l'autre côté, je suis également intervenant en entreprise pour les préventions des troubles musculo-squelettiques, pour tout ce qui est bobo du travailleur. Et j'ai une activité de coaching à titre perso à côté où je prends beaucoup de plaisir à coacher des coureurs. Alors, si je replace l'épisode dans son contexte, j'ai fait appel à vous puisque depuis quelques mois, et ça a été un épisode, on va dire très très récent, hein, sur le mois de janvier-février, j'ai essuyé un bon mal de dos et l'idée de l'épisode est venue là, c'est-à-dire que je me suis questionné sur les raisons de ce mal de dos et si la pratique de la course à pied était si bénéfique que cela pour mon dos. Est-ce qu'il est suffisamment solide pour encaisser les nombreux chocs que la course à pied peut nous apporter? Donc, vous êtes là pour apporter des réponses, pour peut-être casser des suppositions, des idées reçues que la science ou la médecine nous a, entre guillemets, assaisonné depuis quelques années. Donc, je laisse la parole à Florence. Le mal de dos, est-ce que c'est compatible avec la course à pied? Alors, je crois que en première intention, ce qui est vraiment important, c'est de se dire que dans le mot mal de dos, on englobe vraiment des choses qui se ressemblent pas, et que il est très important de pouvoir faire du triage pour pouvoir dire effectivement cette problématique-là, elle est tout à fait compatible avec la pratique de la course à pied, et inversement, une condition un petit peu plus particulière qu'on saurait reconnaître en tant que thérapeute et en tant que professionnel, elle ne serait pas compatible avec la course à pied. Donc, je pense que déjà dans le problème de la dénomination maux de dos, vient le fait de mettre sous le même nom des tas de pathologies qui se ressemblent pas. Après, d'un point de vue plus général, si on regarde ce que nous dit aussi les études épidémiologiques, et notamment je pense à une étude de Carretta et Catala en 2015, où ils sont venus interroger à la fin d'un marathon, des gens qui avaient fini le marathon, et ils leur ont demandé s'ils avaient souffert déjà de maux de dos. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que sur 777 participants, il y en avait plus de 50%, 54,1 très exactement, qui avaient eu des antécédents de maux de dos dans leur pratique et ou pas en lien avec leur pratique de course à pied. Et puis que dans ce groupe qui avait déjà eu mal au dos, quasiment la moitié disait que finalement, quand ils couraient, dans cette période d'algie, ils se sentaient mieux après avoir couru et ils se sentaient mieux en courant. Donc, ce qui nous dit haut et fort que finalement, avoir mal au dos, qu'on court ou qu'on court pas, c'est quelque chose de normal. Et quand on a mal au dos, pour une grande majorité, le fait de pratiquer la course peut être même un moyen d'aller mieux ponctuellement et durablement dans la foulée. Donc, c'est toutes ces considérations qu'il faut prendre avec un petit peu de recul pour pouvoir après faire des recommandations les plus justes possibles. Alors, si on revient à l'origine d'un mal de dos, quels peuvent être les facteurs qui vont occasionner un mal de dos? Est-ce que c'est musculaire? Est-ce que c'est tendineux? Est-ce que c'est le système nerveux qui nous envoie des messages? Comment on pourrait catégoriser les différentes pathologies? Alors, en fait, c'est un petit peu complexe de tout, j'allais dire, de tout différencier et puis préciser. Mais globalement, il faut savoir qu'il y a 4 sources essentielles de lombalgie et de douleurs lombaires. D'un point de vue anatomopathologique, on va essentiellement avoir des douleurs en lien avec des problèmes disco, j'allais dire ménisco, n'importe quoi, des problèmes disco. On peut avoir des douleurs en lien avec un problème de racine nerveuse qui va être sensibilisée puis irritée, voire un petit peu déformée ou en tout cas tiraillée, qui va entraîner des douleurs de type sciatalgie ou pluralgie. Et puis, on peut avoir aussi des douleurs en lien avec une sensibilisation des articulations facétaires ou en lien bigabovisaire ou en lien avec les articulations sacroiliaques. Ça, c'est vraiment les 4 sources principales de la douleur lombaire. Mais bien évidemment, après, toutes les structures qui sont innervées au niveau lombaire, que ce soit muscle, que ce soit tendon, que ce soit capsule articulaire, que ce soit
structures ou gaines de la racine nerveuse, toutes les structures innervées peuvent être génératrices de douleurs au niveau du dos. Ce qui est important à retenir, c'est que finalement, c'est pas forcément de savoir ce qui fait mal qui donnera la clé pour traiter le patient, mais plutôt savoir comment se comporte cette douleur en termes de présentation mécanique et symptomatique qui pourra aider à prendre les bonnes décisions cliniques. Alors, quand on se fait un classique lumbago, on se lève le matin et on sent que ça craque. Qu'est-ce qui se passe dans notre colonne vertébrale? C'est vraiment une vertèbre qui va craquer? Est-ce que c'est un muscle qui va se tendre? Comment on peut l'analyser? En fait, il faut vraiment le voir comme souvent une accumulation de petites choses. C'est-à-dire que on se fait pas un lumbago aigu comme ça du jour au lendemain, ou alors ça peut être vraiment en lien avec un port de charge extrêmement important ou un mouvement un peu trivial. Mais généralement, il y a vraiment une accumulation de petites choses, un peu comme tu sais un trombone qu'on aurait un peu tordu dans tous les sens. Alors moi je trouve qu'il y a des limites à cette analogie-là parce que faudrait pas faire penser que on se rompt quelque chose quand on se fait un lumbago, mais c'est plus dans l'accumulation de contraintes où finalement on en fait un peu plus, on en fait un peu trop, on accumule des contraintes toujours dans une même direction. Par exemple, j'ai été assis toute la journée et puis j'ai fait beaucoup de kilomètres et puis je suis sortie de ma voiture, j'ai voulu sortir mon sac, il était un peu coincé, j'ai forcé dessus et puis finalement je m'assois, je me pose dans le canapé pour prendre un verre avec des copains et je me relève, je me fais un mal de dos, je me fais un lumbago soudain. C'est pas le fait de me relever de mon canapé qui va faire que je me suis fait ce lumbago là, mais c'est plus l'accumulation de contraintes toujours dans la même direction qui va faire qu'à un moment donné le verre déborde et puis je me retrouve bloquée dans une position. Et la tentative d'explication qu'on a par rapport à ça, dans la grande majorité et celle qui semble la plus plausible, ce serait quelque chose finalement qui se passerait au niveau du disque intervertébral et comme quelque chose qui serait un peu coincé, un peu comme s'il y avait un petit truc dans un engrenage, une poussière dans un engrenage d'une montre suisse, qui fait que momentanément les articulations du dos et notamment le disque intervertébral ne peut plus bouger de façon optimale et donc on se retrouve dans cette position un petit peu fléchi vers l'avant et bloqué dans cette position-là. Il faut savoir que le lumbago aigu, il a une histoire naturelle extrêmement favorable. Nous, on les adore en tant que kiné parce que c'est typiquement des gens qui arrivent penchés vers l'avant chez nous et qui ressortent tout droit. Ça fait un peu truc un peu magique. C'est magique là. C'est vraiment magique et en plus souvent on n'a pas besoin de les toucher, il faut juste être patient, les posturer et un petit peu accompagner, j'allais dire la nature ni plus ni moins. Mais il faut vraiment rassurer les gens sur ces lumbagos aigus qui sont vraiment d'un bon pronostic et d'une histoire naturelle extrêmement satisfaisante. Par contre, tout l'enjeu, ça va quand même être d'éduquer quant aux composantes de causalité de ces lumbagos aigus et puis de faire de la prévention sur la récurrence parce que ce qui est quand même important à dire à nos contemporains, c'est que le fait d'avoir eu mal au dos nous expose d'autant plus à avoir mal au dos dans l'avenir. C'est un petit peu ce qui va faire la prévalence des lombalgies derrière. Donc, nous, notre rôle en tant que kiné, ça va effectivement être de traiter l'épisode en cours, de rassurer, d'encadrer, d'entourer, d'accompagner, mais surtout de bien éduquer pour pouvoir prévenir la récidive de ces lombalgies. Alors, Xavier, toi qui interviens en entreprise, comment on peut éduquer aux bonnes pratiques les travailleurs avec, tu le disais, Florence, une grande sédentarité et on le voit là avec le confinement, le télétravail, les gens sont à la maison et bougent peut-être moins. Donc, Xavier, toi, quels sont tes conseils et qu'est-ce que tu vois en entreprise qui ne va pas finalement vers une bonne utilisation de notre dos ? Ah, c'est une bonne question. Il y a deux types de personnes qu'on va rencontrer en entreprise. Il y a celles qui ont des métiers où leur corps est leur gagne-pain. Je pense aux bûcherons, je pense aux certains caristes ou aux déménageurs ou pas mal de métiers ou même tout ce qui est artisan où s'ils sont pas en forme, ils vont avoir du mal à finir leur fin de mois. Il y a l'autre problématique, c'est les gens qui
passe beaucoup trop de temps assis. Et la problématique, alors pour remettre dans le contexte, là actuellement, on sort quand même d'une période je le cache à personne, de confinement avec une augmentation du télétravail. Ça a été une bonne chose pour certains, une très mauvaise chose pour d'autres, c'est que le temps passé assis a probablement certainement augmenté. Il y a quelques, je sais plus si c'est l'INSERM ou autre qui avait publié le temps passé assis qui avait quand même augmenté de pas loin d'une heure et demie par jour, parce que tu te lèves moins quand tu es tout seul à la maison, tu te mets la machine à café à côté de l'ordinateur, et pas mal de personnes se sont plaintes au fur et à mesure de petites douleurs qui sont apparues, qui n'existaient pas. Alors certes, il y avait peut-être moins de déplacements, mais le temps passé assis devenait un petit peu trop important. Le problème de ce qu'on sait aujourd'hui, c'est pas tellement la façon dont on est assis, c'est plutôt la durée pendant laquelle on va rester dans la même position. Et on pique cette phrase à un chiropracteur canadien, c'est qu'en fait la meilleure posture c'est la prochaine. Il y a le vrai problème de rester fixé dans une position, et il y a tout ce qui est l'ergonomie au travail. Je suis pas forcément un énorme partisan de l'ergonomie, dans le sens où on cherche à faire rentrer tout le monde dans le même moule, ce qui pose des soucis à tous les salariés notamment, qui culpabilisent de pas être assis correctement, de pas être assis dans une bonne position, et dès que les gens ont une douleur quelque part, culpabilisent en disant je sais que je me tiens pas bien, je sais que, et en fait on discute plutôt du temps passé assis. Et alors, il y a pas un très très grand niveau de preuve là-dessus, mais notre objectif avec le réseau La Minute Peps avec qui je collabore, c'est d'essayer de faire bouger les gens sans forcément faire du sport au boulot. On sait bien que c'est un monde idéal, c'est pas possible pour tout le monde, mais au moins les forcer à bouger, à déclencher des comment dirais-je, des petits mécanismes où à chaque fois que je lance une impression d'une feuille, je me lève, je fais quelques mouvements, et pourquoi pas des mouvements McKenzie en extension. Si c'est des coureurs, comme on a tendance à dire à la clinique du coureur, on va essayer de les faire bouger un petit peu et les faire sauter sur pointe de pied, leur faire quelques squats. Ça fait rire au début dans les bureaux, puis je suis assez content de voir quelques semaines après qu'on arrive à leur donner quelques petites activités. Il y a toujours moyen de rentrer des choses dans la journée comme activité, mais surtout d'essayer d'éviter la sédentarité au maximum. Donc cette sédentarité serait aujourd'hui bannie un petit peu des traitements. Je me rappelle mon papa qui avait un métier assez difficile en tant que maçon, une crise de mal de dos, le médecin lui avait dit « vous restez allongé, vous bougez pas ». Aujourd'hui, c'est pas ce que vous conseillez à vos patients, Florence. Alors en fait, c'est souvent quelque chose que je relate pendant mes cours, et ça me fait toujours monter un petit peu la moutarde au nez. La conférence. Bon, alors attention, je vais peut-être faire attention à ce que j'ai dit. Non, mais c'est excellent. En fait, la conférence de consensus sur les recommandations dans les prises en charge des lombalgies, qui dit que la pire des choses à faire, c'est de rien faire, elle date de 98. Aujourd'hui, j'ai en cours des kinés qui n'étaient pas nés lors de la conférence de consensus. Alors ça me vieillit, ça me met une grosse claque derrière les oreilles, mais je me dis, ces gamins-là, ils étaient pas nés, et pour autant, ils reçoivent encore des gens pour qui il y a eu une indication de « oulala, faites rien ». Alors de moins en moins, et puis pour ça, la Sécu a été extraordinaire dans les dernières années avec les messages sur la santé lombaire et sur l'encouragement au mouvement qui ont été extrêmement bien faits, extrêmement bien relayés, mais vous vous rendez compte que les messages de la Sécu, c'était il y a 2 ans, 3 ans, et qu'en fait, il a fallu quasiment 20 ans pour que on commence à accepter que les recommandations admises par la conférence de consensus 98 étaient les bonnes. Donc c'est sûr que la pire des choses à faire, c'est de rien faire. Ça veut pas dire que quand je me fais un abago, il faut que j'aille courir tout de suite, ou il faut que j'aille, je sais pas moi, faire une dalle de ciment sur ma terrasse. Mais ça veut dire que et je peux me protéger un peu sur 2-3 jours, je peux me médicamenter un peu aussi pour diminuer les symptômes douloureux, et puis très vite, il va falloir que je me remette en mouvement, et notamment que je bouge au maximum de ce que la douleur m'autorise. Si la douleur m'autorise de faire 100 mètres, je bouge 100 mètres, et le lendemain, elle m'autorisera à faire 150 mètres peut-être. Mais c'est vraiment quelque chose qui maintenant est quand même beaucoup plus, beaucoup plus entendu, mais je crois que souvent on nous dit le mal au dos c'est le mal du siècle, et il n'y a jamais eu autant de gens qui ont mal au dos. C'est pas vrai. Il y a exactement quasiment le même nombre de gens qui ont mal au dos en ce moment que dans les années 70-80. C'est juste le pourcentage de gens qui sont devenus infirmes, c'est-à-dire en reclassement professionnel ou dont la vie a été particulièrement impactée par leur mal au dos, et les coûts induits par le mal au dos qui ont vraiment explosé. Et ça,
c'est notre responsabilité. C'est vraiment les kinés, le système de santé, les médecins, les services hospitaliers, etc., qui ont été extrêmement bons à produire des infirmes. Donc maintenant, faisons un petit peu marche arrière, prenons nos responsabilités et essayons d'engager la responsabilité des soignants et la responsabilité des patients dans la gestion de leur autotraitement. Puis dans ce que disait Xavier, j'avais envie de rebondir sur une petite chose, c'est que en fait, ce qu'on sait, c'est que notamment le disque intervertébral, qui est souvent en cause dans les problèmes de lombalgie. Attention, je veux pas dire que c'est tout le temps la cause, hein, mais souvent en cause dans des problèmes de lombalgie, simple en tout cas. C'est une structure qui est avasculaire. Donc c'est une structure qui se nourrit par échange de pression et par entrée de nutriments par échange de pression osmotique. Et la seule façon de faire ces entrées et sorties, c'est de bouger, c'est de créer du mouvement. Donc finalement, le mouvement, c'est la santé du disque intervertébral. Et au contraire, les postures statiques, les attitudes statiques prolongées, elles font le siège plus du catabolisme. Donc, ne serait-ce qu'en comprenant des petites notions comme ça, que pour nourrir des structures qui font la bonne santé de mon dos, j'ai besoin de faire rentrer du jus et de refaire sortir régulièrement, et que c'est la seule façon de lui apporter une bonne alimentation et une bonne santé, on peut arriver à motiver le fait de bouger plus que le fait de mettre dans une position figée avec une angulation du coude, des mains, des épaules, du dos, dont finalement à la fin on n'arriverait même plus à sortir tellement tout est conditionné par un registre ergonomique un petit peu surinvesti. Donc le fait de dire à des enfants tiens-toi droit, tu auras mal au dos, si tu te tiens mal, ça a pas trop d'importance. Faut juste que le repas il dure pas 1h30 quoi. Ouais, non, en fait c'est nous que ça gêne, hein. Le gamin qui mange le nez dans son assiette, qui sait que ça gêne, c'est nous. C'est la convenance. Il aura pas plus mal au dos s'il mange la tête, j'allais presque dire la tête en bas, mais ouais, c'est un peu ça. Je crois de mémoire, je sais plus dans quelle civilisation c'était, peut-être les Assyriens, je vais dire une bêtise, mais les mythes pré-égyptiennes, ils avaient réussi à traduire certains cartouches ou écritures qui disaient en gros que les enfants ne se tenaient plus droit déjà aux alentours de 3-4 000 ans avant Jésus-Christ. Donc a priori, ça a toujours plus préoccupé les adultes certainement que les enfants. Par rapport au système de santé, vous qui êtes vraiment au cœur de ce système, est-ce que vous considérez que les kinés ont vraiment aujourd'hui ce rôle de prévention ou est-ce qu'on passe bien souvent par le généraliste qui prescrit ensuite des examens cliniques, IRM, scanner avant de venir chez vous? Est-ce qu'on pourrait pas biaiser un petit peu le système et venir déjà voir son kiné avant d'aller observer ce qui se passe sur une imagerie qui va être à un instant T, qui va peut-être pas refléter la vraie situation? Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais. Alors, c'est vrai que je crois que Xavier et moi, on a une activité qui est un petit peu biaisée avec des sélections de patients qui sont aussi un petit peu biaisées. Moi, j'ai la chance de travailler dans un cabinet pluridisciplinaire. On est orienté très pathologie du sport et il y a 2 médecins du sport, un cardio, des prépas physiques, plusieurs kinés, podo, ostéo, etc. Ce qui fait que les gens viennent chez nous en première intention sans aucun souci. Ils passent ou pas par la case médecin, c'est pas un problème parce que de toute façon, ils travaillent à la porte à côté. Donc, si j'ai besoin, d'un avis, d'une prescription, je l'aurai après. Donc, très rapidement, moi, j'ai la chance d'avoir soit des patients qui viennent en première intention, soit des patients qui de toute façon viennent avec l'idée que les soins que je vais leur proposer seront orientés de toute façon autour du mouvement et de l'autotraitement. Donc ça, c'est un privilège, mais je pense que si Xavier et moi, on a réussi à le faire dans nos campagnes, parce que Xavier a travaillé en milieu rural, mais moi, Niort, c'est pas non plus la grosse mégalopole, ça veut dire que c'est aussi faisable un petit peu partout en France, et la richesse du travail pluridisciplinaire, elle est incontestable pour le patient, et j'allais dire, elle est incontestable pour la satisfaction intellectuelle du thérapeute aussi. Et puis, c'est sûr qu'on a quand même des patients qui arrivent avec un parcours de soins un peu parfois compliqué, aussi en lien avec nos spécialités, parce que finalement, ils arrivent chez nous en fin de course quelque part, après avoir essuyé un petit peu les plâtres avec plusieurs autres thérapeutes, et ceux-là, ils arrivent avec gros
d'imagerie et puis aussi d'idées qu'on leur a potentiellement mis dans la tête. Et là encore, je crois qu'il faut vraiment prendre le temps d'écouter la personne, et puis de discuter et d'éduquer, d'expliquer, parce que ce temps investi sera vraiment quelque chose de transformable et de quelque chose de payant pour la suite. Et c'est vrai que parfois l'imagerie a un côté nocebo où on va relever des manifestations dégénératives. Alors quand c'est juste dit comme ça, c'est encore pas trop catastrophique, mais quand on dit un disque explosé, dis donc dans 5 ans, je suis pas sûre que vous serez encore capable de marcher, ou des choses encore plus nocebo, et ça demande pour nous derrière un boulot assez extraordinaire. Maintenant, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que les traces du temps qui passe, qu'on observe à l'imagerie, elles n'ont pas plus ou en tout cas, dans une grande majorité des cas, elles n'ont pas plus d'importance que le fait d'avoir des rides ou d'avoir des cheveux blancs ou plus de cheveux. Ou plus de cheveux, voilà. Dans le sens où, quelque part, elles sont une marque du temps, elles sont une marque de l'âge qu'on a. Alors, ça ne veut pas dire que toutes les manifestations dégénératives, hernie discale, protrusion, arthrose, etc., ne sont pas symptomatiques, mais c'est quand même rassurant de savoir que il y a la même chose chez les gens non symptomatiques. Et moi, souvent, je dis aux gens, mais vous savez, toutes ces manifestations-là, elles ne sont pas faites en 2 jours. Donc, il y a 3 mois, il y a sûrement vous aviez exactement la même image et vous n'aviez pas de douleur. Donc, moi, ce que je veux, c'est pas vous redonner des images de quelqu'un qui a 20 ans. Ce que je veux, c'est juste remonter le temps à il y a 3 mois où vous aviez les mêmes images, mais pas de douleur. Et est-ce qu'on peut avoir sur peut-être différents cabinets d'imagerie des diagnostics différents en fonction peut-être de la machine, en fonction de la personne qui va analyser les images? C'était une étude australienne, non? Je me rappelle plus, Florence, où je crois que c'était un neurochirurgien s'était amusé à publier sur une dame qui avait fait de mémoire à peu près 20, je crois, IRM ou une dizaine d'IRM en l'espace de 20 jours, je crois. Et il avait noté en fait qu'il y avait très peu de choses qui étaient concordantes sur cette imagerie-là. Peut-être que tu as la référence de celle-là, Florence. Je l'ai là, ouais. C'est un patient, 10 IRM, 10 résultats différents, 49 trouvailles différentes, 16 étaient uniques, et il y en a 0 qui étaient trouvés dans les 10. Donc, tu te rends compte, elle a fait ça sur un temps très court, hein, sur 2 ou 3 semaines, je crois. Donc, on peut pas dire que c'est le temps. Le même patient avec 10 IRM, on lui trouve pas une manifestation dans tous les comptes rendus. Donc, c'est assez extraordinaire. Après, ça veut pas dire non plus qu'il faut jeter le bébé avec l'eau du bain. Il y a plein de choses qui sont intéressantes à objectiver sur une IRM, mais on fait une IRM ou on fait une imagerie quand quand à un moment donné, ça doit changer ou ça doit diriger notre façon de traiter le patient, ou si je cherche quelque chose de sinistre ou une pathologie grave. Donc moi, ça m'arrive assez souvent de dire à la personne, écoutez, ce qui est extrêmement rassurant dans votre imagerie, c'est que vous n'avez rien de grave et il n'y a rien de sinistre. Mais la personne, elle va quand même te dire, mais j'ai mal au dos. Alors Florence, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on met en place? Exactement. Donc là, c'est là où moi, je vais lui proposer de faire une évaluation pour essayer, au-delà de se rattacher potentiellement à une structure anatomopathologique responsable de la douleur, mais d'essayer de la classifier et de la sous-grouper dans un groupe qui, en fonction de sa reconnaissance, je pourrais avoir les moyens de lui proposer un traitement. Alors, Xavier, toi qui m'as accompagné justement sur cette prise en charge du mal de dos, tu m'as proposé un protocole qui me faisait courir presque tous les jours, mais avec quand même une particularité, et je vais te laisser l'expliquer justement ce petit programme après un épisode de lombalgie aiguë. Comment on reprend et qu'est-ce que tu préconises ? Alors, déjà pour commencer, ce qui était la limite initiale de ce qu'on avait entrepris tous les deux, c'était surtout que j'avais pas pu t'évaluer, savoir à quel point tu étais capable de courir ou autre. Donc, ce qu'on a fait, c'était des essais et erreurs où je te demandais de me faire un retour après chaque petit footing, de savoir comment tu allais. Ce qu'on avait initialement mis en place, hein, c'est tout à fait ce qu'on enseigne à la clinique du coureur, à savoir une reprise au départ en marche-course, où ça permet de venir exposer un petit peu les structures, peu importe quelle en est l'origine, et voir surtout est-ce qu'on peut, au fur et à mesure des jours, augmenter la tolérance
de ton corps, des tissus musculaires, peu importe, pour reprendre une activité, en essayant à chaque footing, en fonction de ton ressenti, de pouvoir augmenter un petit peu sur cette alternance marche-course. Et dans un deuxième temps, c'est d'essayer au plus tôt de pouvoir augmenter un petit peu encore la tolérance complète de ton corps via, on avait fait de mémoire des séances de renfort course. Tout à fait. Voilà, où on Les avait cuisses s'en souviennent encore. Complètement, voilà. Donc ça, c'est des choses que on pique à droite à gauche et qu'on a cœur de développer à la clinique du coureur via Seb Cornette et ces séances de renforcement course. Je suis en train de, pour pas vous cacher, de rechercher le plan qu'on avait fait ensemble parce que je suis sur une autre page de mon calendrier d'entraînement et très clairement, oui, l'intérêt du renfort course, il est double, c'est que tu peux exposer tes quadriceps, tes mollets ou tes ischio-jambiers sans venir trop impacter des symptômes au niveau du dos. Ça permet à la fois d'augmenter un petit peu la dépense énergétique et surtout de mieux exposer et charger les structures. Assez rapidement, je me rappelle, je crois qu'en 2 à 3 semaines, on avait commencé aussi, toujours dans cet intérêt d'alterner marche et course, de réintégrer très progressivement de la vitesse, où tu étais monté doucement à 12-13 km/h, ce qui est pas très rapide, mais qui est déjà Il y avait des début petits de quelque intervalles, chose. oui. Des Voilà, petits c'est ça. intervalles pour choquer un petit peu le corps et lui montrer que il pouvait quand même activer un petit peu la deuxième et la troisième vitesse. Complètement, et surtout ce qui était, on a quand même eu, il faut le dire, il y a toujours un facteur chance dans ce qu'on peut proposer, c'est que finalement tout s'était relativement bien passé. Tu avais pu coupler un tout petit peu avec du vélo, du home trainer, et ça s'était bien passé. Ça aurait pas passé, on serait revenu un petit peu en arrière, 1 ou 2 étapes, où on aurait refait la même séance pour voir comment ça évolue. Et puis là, on a eu relativement de la chance, et puis tu as été très observant, ce qui est très motivé, très optimiste. On l'a pas encore parlé, mais la façon dont les gens ont à aborder leur pathologie, leurs conditions compte beaucoup. Le fait d'être motivé, avoir envie d'eux, ça prédispose à avoir plus de chances de réussite. Mais pour rebondir sur ce que disait Florence, c'est vrai que on arrive avec des examens où parfois les comptes rendus sont un peu incisifs, avec des termes très très durs. Un coureur qui reçoit ce genre de compte rendu, Florence, il doit quand même un petit peu douter. Puis un coureur qui doute est un coureur qui court peut-être un peu moins, qui ne va pas oser. Là, le kiné a un travail un petit peu psychologique à faire pour remobiliser un petit peu tout ça et lui donner quelques pistes ou le rassurer tout simplement. Ouais, je pense que c'est surtout le fait de rassurer qui est important. J'allais dire, souvent quand j'ai un patient coureur qui a mal au dos, on fait une évaluation lombaire et bien évidemment, une des questions que je vais lui poser, c'est est-ce que quand tu cours, tu as mal au dos? Déjà, si quand tu cours, t'as pas mal, qu'est-ce qui t'empêche de courir? C'est encore, à la limite, au contraire, profite. C'est un moment où justement, t'as pas mal. Donc, surtout, ne prive pas de cet instant-là. Donc ça, ce sera déjà quelque chose quand même à évoquer. Alors, ça veut pas dire non plus d'aller faire un ultra. Mais ça veut dire que, quand tu cours, t'as pas mal, cours tous les jours 20 minutes. Ce sera toujours ça de gagner. Cours 2 fois par jour 20 minutes. Ce sera toujours ça de gagner dans ton confort et dans la gestion de la douleur. Et puis, par contre, quand la personne me dit quand je cours, j'ai encore plus de fourmis dans les jambes et à la limite, j'ai de la peine à marcher sur les talons après avoir couru, là, c'est sûr que je vais lui dire, cours pas. Et puis, dans un premier temps, soit on aura un petit peu d'activité de transfert qui seront acceptables, soit on va s'attacher à résoudre la problématique avant de la réorienter vers la course à pied. Mais de la même façon, dès que cette personne-là va aller mieux, comme disait Xavier, ça va peut-être être un petit peu sous forme d'essais-erreurs, mais ce sera jamais des grosses erreurs parce qu'on va commencer par des homéopathiques et puis petit à petit, l'histoire de la pathologie faisant son chemin, le potentiel effet de la prise en charge médicamenteuse, kiné, etc., faisant son effet, on va pouvoir réexposer la personne extrêmement graduellement à sa passion. Mais je pense que il y a vraiment une grosse importance dans la notion de réassurance et puis de donner la notion de bonne et de mauvaise douleur. Quelqu'un qui me dit j'ai souvent mal au dos, ça me descend dans la cuisse, mais quand je cours j'ai que mal plein centre milieu du dos, pour moi ce sera une excellente douleur. C'est un excellent c'est vraiment un bon pronostic. Donc si quand tu cours, tu as moins mal dans la jambe mais plus au dos, cours parce que c'est ce qu'on appelle
potentiellement une centralisation. Donc, j'en aurais fait la preuve aussi pendant mon évaluation. Et ça, on sait que ça veut dire qu'on va dans la bonne direction. Et puis, je lui informerai aussi des mauvaises douleurs. Et par exemple, si plus je cours, plus j'ai mal dans la cuisse, bah là, c'est plutôt une mauvaise douleur. Donc, celle-là, il faut pas l'accepter. Il faudra pas courir à ce moment-là. Donc ça, c'est un bon moyen, on va dire, d'évaluer la gravité d'une douleur, comme tu l'as dit. Hein. Si en courant, on est plutôt à l'aise et il n'y a pas de signes particuliers, on peut avancer. Est-ce qu'il n'y a pas une tendance à banaliser un peu ces douleurs de jambes en disant c'est une sciatique, c'est une sciatique. Est-ce que tu peux expliquer, Florence, ce qu'est la sciatique et comment on peut la déceler si c'est possible? Une douleur projetée dans la jambe, donc qui descend dans la jambe sous forme d'une douleur assez sourde, assez profonde, assez mal distribuée, que le patient souvent montre avec une main, qui là n'a rien à voir avec un problème de nerf sciatique, mais c'est dans la grande majorité des cas une projection d'une structure anatomopathologique profonde qui souffre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon disque, par exemple, intervertébral souffre et ça m'envoie des douleurs jusque dans la jambe. Mais c'est pas une problématique neurale. Un petit peu comme quelqu'un qui fait un infarctus a mal dans le bras. Il n'a pas un problème de nerf entre son cœur et sa main. C'est juste que le cerveau est tellement bombardé d'informations nociceptives venant du cœur qu'il ne sait plus trop d'où ça vient et du coup, il renvoie des informations douloureuses sur des structures qui ont la même innervation métamérique. Donc, il n'y a pas de lien neural. Donc ça s'appelle potentiellement une douleur projetée ou une sciatalgie et on est très confortable avec ce type de douleur-là. Il faut juste les expliquer relativement simplement. Et après, on peut avoir des douleurs de type sciatique ou en lien avec le nerf sciatique qui est en souffrance. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour qu'un nerf souffre, il faut deux composantes indispensables. Il faut qu'il soit sensibilisé. Ça veut dire qu'il faut qu'il soit irrité chimiquement par des molécules inflammatoires. Et il faut qu'il soit déformé. Ça veut dire qu'il faut quelque chose qui l'étire, qui modifie un petit peu son trajet. Et à partir de ce moment-là, on pourra avoir une douleur de type sciatique ou une douleur de type crural, si c'est le nerf crural qui est touché, qui va plutôt se différencier par une douleur plutôt très électrique et assez aiguë, qui va s'accompagner peut-être de perte de sensibilité, de symptômes de fourmis, peut-être de perte de force aussi. Et là, c'est en lien avec un problème de conductivité du nerf. Donc, c'est le nerf qui est en souffrance et donc c'est des douleurs qui sont beaucoup plus, en anglais, ils appellent sharp, beaucoup plus tranchantes. Hein. Donc, c'est un petit peu les deux types de douleurs projetées qu'on peut avoir dans la jambe. J'allais dire, il y a pas forcément une qui est beaucoup plus mauvais pronostic que l'autre. C'est un peu moins bon pronostic quand même quand j'ai des symptômes de type fourmis, troubles de la sensibilité et bien évidemment troubles de la force musculaire. Hein, là, c'est quand même de moins bons pronostics. Mais sur la base de juste une douleur de type sciatique ou une douleur de type douleur projetée, on est assez confortable pour les évaluer dans les deux cas. Alors, Xavier, par rapport aux patients que tu reçois dans ton cabinet ou aux personnes que tu coaches, est-ce que tu as déjà fait recourir ou tout simplement courir des personnes qui n'avaient jamais osé le faire parce qu'elles avaient justement une pathologie au dos et on leur avait toujours dit la course à pied, hein, mon médecin généraliste, s'il m'entend, il va peut-être s'arracher les cheveux, mais il m'a toujours dit, vous avez mal au dos, monsieur Martin, vous allez arrêter de courir. Est-ce que toi, tu as pris le contre-pied en disant aux personnes qui étaient peut-être souffrantes, montez sur le tapis et allez faire quelques foulées, vous verrez, vous irez peut-être mieux après? Alors, comme disait Florence, en hyper aigu, quand les gens sont extrêmement douloureux à la marche, ça va être compliqué de les faire courir. Maintenant, quand il n'y a plus de douleur à la marche, quand il n'y a pas de racines nerveuses et qui pourraient être sensibilisées, un petit peu irritées, ce qui fait que ne serait-ce qu'en étant debout, en tendant la jambe devant soi, ça picote dans la fesse ou dans la cuisse. Si on est en absence de ça, qu'il n'y a pas de troubles associés qui pourraient être un petit peu inquiétants comme un manque de force dans la jambe, dans le mollet ou dans certains groupes musculaires, on peut essayer. Par contre, c'est la première chose à chaque fois, c'est dans l'objectif du patient. Est-ce que reprendre le sport en fait partie? Il y en a qui
qui n'ont pas repris la course à pied depuis une dizaine d'années pour X raisons, et c'est vrai qu'assez souvent, c'est le médecin qui leur a clairement dit, maintenant, Monsieur Martin, la course à pied, c'est terminé pour vous suite à une radio, une IRM ou d'autres examens. On peut avoir malheureusement le corps médical parfois qui fait bien plus de mal que de bien et qui interdisent eux-mêmes. Donc après, si les gens ont envie, je leur demande, écoutez, pourquoi pas, je vous propose, on va monter sur le tapis, et encore une fois, la redécouverte de la course à pied passe par une exposition on ne peut plus graduelle et progressive en essayant de quantifier le stress. Et la première fois, ça va peut-être même pas être 3 ou 4 fois 1 minute de course, 1 minute de marche, mais peut-être juste en dehors du tapis, de trottinouiller dans la salle de sport du cabinet, à trottiner sur 10-15 mètres. S'ils sont capables de ça, on ferait un petit peu plus. Et beaucoup de gens sont surpris de voir qu'ils sont capables de trottiner à vitesse lente, sans aucun symptôme. Maintenant, le plus compliqué, là, ça va être de lutter contre les fausses croyances et ce qu'on leur a mis dans la tête depuis des années. Là, il y a un vrai souci. Le dos est quand même une structure anatomique solide. On peut courir. Mais le dos, il adore ça. Le dos, il est fait pour tolérer de la contrainte en compression. Et je vais presque dire que le disque s'est développé au fil du temps, au fil des millénaires, des dizaines de milliers d'années. Quand on est passé donc du quatre pattes vers la bipédie, forcément, il y a eu une adaptation au niveau du dos. On sait qu'il y a des différences structurelles anatomiques entre les premiers australopithèques ou même avant, sur les préhomininés, où les dos étaient pas hyper adaptés à la course. Les gens devaient courir un petit peu sur les pattes arrière, mais de temps en temps, il devait reprendre quelques appuis sur les antérieurs. Et puis avec le temps, on s'est érigé. Et clairement, depuis Homo erectus, on est fait pour être debout et pour courir. Et tout le dos, tout l'appareil locomoteur s'est développé. Il y a pas que le disque. Tout le dos s'est développé pour qu'on devienne des athlètes à défaut d'ultra-endurance, mais clairement, on se déplaçait avec nos pattes, avec nos jambes pour aller beaucoup plus cueillir, très peu chasser, parce qu'au début, on ne devait pas être hyper bon en chasse, et puis par la chasse à l'épuisement notamment, on s'est développé, etc., etc., etc. Le dos est fait pour ça, et le dos est hyper robuste et adaptable. Florence, je te vois hocher la tête. Ouais. Ouais, justement, quand tu dis ça, Sébastien, est-ce que le dos est solide? Moi, je fais souvent cette analogie à des patients. Quand on regarde la capacité qu'a notre dos à supporter, par exemple, la position assise, qui est finalement une fin d'amplitude de flexion lombaire, parce que sous la grande majorité des gens, quand on est assis, au bout de 30 minutes, on est en fin d'amplitude de flexion lombaire. Il n'y a pas une articulation qu'accepterait de rester pendant 30, 40 minutes, 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures en fin d'amplitude. Assieds-toi, mets-toi accroupi. Regarde combien de temps tes genoux tolèrent la position de fin d'amplitude en position accroupie, de flexion. Le genou, au bout de 10 minutes, il va te dire, là, va peut-être falloir que ça s'arrête. Notre dos, il peut rester 2 heures en fin d'amplitude sans rien nous dire. Donc, c'est dire combien il est solide. Alors, c'est sûrement aussi à notre détriment qu'il nous envoie pas assez d'informations pour nous dire, voilà, ça commence peut-être à suffire. Mais non, faut vraiment imaginer faut vraiment avoir en tête que notre dos est extrêmement solide. Et ce qui est aussi intéressant, alors c'est plus des relations de corrélation plus que de causalité. Donc, en tout cas, quand on observe des gens sédentaires versus des coureurs récréatifs aux alentours de 30 km par semaine versus des coureurs un petit peu plus monomaniaques, au-dessus de 50 km par semaine, mais quand on regarde la qualité de leur disque intervertébral, il n'y a pas photo. Ceux qui courent plus de 50 km par semaine ont des disques intervertébraux plus hydratés, plus turgescents et en meilleure santé. Alors, c'est toujours un petit peu provocateur de donner des données, des infos comme ça, parce que quelque part, est-ce que c'est pas parce qu'ils ont ces disques-là qu'ils sont capables de courir 50 km? C'est une image à un instant T, donc ça nous donne pas forcément une relation de causalité, mais plus une relation de corrélation. Maintenant, on se rend compte aussi que quand on fait des expériences où on injecte des substances qui imitent une dégénérescence discale, le fait de remettre la personne en mouvement diminue notamment l'allodynie et favorise la meilleure santé des disques post-injection. Donc, aujourd'hui, je crois qu'on est quand même assez, la sphère scientifique est assez unanime que pour dire que la meilleure des choses à faire, c'est quand même de bouger et que de toute façon, nos structures musculo-squelettiques, articulaires, tendineuses, discales, cartilagineuses, méniscales, etc.,
sont faites pour prendre la charge. Alors, tu vois, ça me fait penser à ces remarques que j'ai pu avoir de mon entourage ou de personnes qui ont vu que j'avais mal au dos, qui m'ont dit, tu devrais peut-être arrêter la course à pied ou tu devrais peut-être le renforcer. Comment on fait pour renforcer son dos? Est-ce que d'aller dans une salle de sport et d'être sur des machines, ça peut avoir une utilité? Ou au contraire, est-ce qu'on peut peut-être se faire plus de mal que de bien en allant faire des mouvements qui ne sont peut-être pas conformes à ce que le dos peut supporter? Je pense à des tractions, à vous voyez, ces tirages avec une poulie basse que l'on nous fait faire en salle de sport. Est-ce que c'est si bénéfique que ça? Est-ce que c'est ça qui va renforcer vraiment notre structure dorsale? Xavier, je te vois songeur là. Ouais, je botte sur Florence. C'est vrai. Pour la structure. Moi je pense que oui, mais pas n'importe comment. Je suis assez persuadée que oui, pour renforcer son dos, il faut s'exposer. Mais comme pour toute chose, il y a une notion de dosage et que de toute façon, c'est sûr que si demain tu vas dans une box de CrossFit et puis tu te dis parce que la petite voisine à côté elle soulève des charges qui te font pâlir, voire rougir, et que tu veux pas perdre ton ego de mâle dominant ou de face à cette jeune fille, tu te mets les mêmes charges, c'est sûr qu'on va au casse-pipe. Par contre, si on s'expose graduellement, c'est sûr qu'il y a un énorme bénéfice à aller faire du renfort. Ça peut être du renfort au départ extrêmement dosé et prudent, accompagné d'un kiné, puis petit à petit passer le relais à un préparateur physique ou un coach qui va pouvoir aller accompagner la personne un petit peu plus au-delà. Mais je pense que ce qui va être déterminant, c'est un, de se faire accompagner, et deux, d'être patient. Je regardais un reportage sur une fille qui fait, ça n'a rien à voir, qui fait du bodybuilding, et voilà, les filles c'était deux filles qui partageaient un petit peu leur expérience, et puis le journaliste qui était avec elle leur dit, mais c'est accessible à tous, parce que moi, si j'ai envie d'avoir ton corps, je peux m'y mettre et je peux prétendre à avoir ton corps demain. Et la fille lui disait, bien sûr, dans 3 à 5 ans. Donc oui, on peut tous se développer. Et j'ai trouvé ça génial ce qu'elle a dit, parce que c'est pas oui, bien sûr, c'est accessible à tous. C'est oui, bien sûr, c'est 3 à 5 ans, puis c'est quand même un paquet d'abnégation, de sacrifices et puis de preuves de résilience dans l'entraînement. Mais il faut renforcer son dos. Et je pense qu'on a un énorme intérêt à pas ne le faire que de façon fonctionnelle, c'est-à-dire y mettre de la charge ajoutée. Ça, j'y crois fondamentalement, et je pense que c'est quelque chose que nous, en tant que kiné, on a longtemps sous-évalué, et on a trop longtemps orienté notre séance autour du tout fonctionnel et peut-être pas assez sur de l'exposition très ciblée au renforcement. Mais par contre, il faudra le faire de façon extrêmement graduelle et de façon extrêmement régulière, et puis d'investir tout ça sur le long terme. Mais je pense que la problématique, elle est là, c'est la régularité. Si je prends mon exemple, mal de dos, je vais faire des étirements, un peu de renforcement, puis une fois que tout va bien, on met ça au placard jusqu'à ce que le mal revienne. Xavier, qu'est-ce que tu peux dire sur ça ? Pour rebondir sur ce que dit Florence, alors sans rentrer dans un débat de clocher, peut-être aussi que nous en tant que professionnels de la santé, on n'est pas aussi bien formés que pourraient l'être les prépas physiques par rapport à ce renforcement, et qu'il faut distinguer plusieurs choses. C'est que le fonctionnel, c'est très bien, ça peut être pratique pour pas mal de patients, mais pas mal de patients pourraient bénéficier d'un entraînement réellement de renforcement musculaire et non pas de stimulation musculaire, en allant sur un travail en endurance. Mais pour ça demande à avoir quelques outils, quelques machines pour mettre de la charge additionnelle, aller calculer la force maximale, on va dire, pour un groupe musculaire, et d'exposer en fonction à 30-40% de cette force max, ou 60-70 si on veut aller chercher plutôt ou de la force ou de l'hypertrophie. Clairement, le coureur va fuir l'hypertrophie parce qu'il n'a pas envie de prendre de poids, mais c'est hyper dur de prendre de la masse musculaire. Donc, il faut se rassurer qu'avant qu'un coureur ait
comment dire, un mauvais bénéfice, enfin un handicap lié à une prise de masse en lien avec trop de muscles, il va avoir des tonnes de bénéfices en lien avec plus de force, plus d'endurance de force, plus d'explosivité, plus de puissance. Et mais voilà, pour ça, est-ce que des fois, ça serait pas intéressant que les coureurs arrêtent de changer, peut-être gardent leurs chaussures quelques semaines de plus, parce que leur semelle pourrait être un tout petit peu usée, et se prendre un petit abonnement à une salle de sport qui coûte entre 20 à 40 euros par mois. Il y a pas mal de gens qui dépensent des fortunes en produits alimentaires secondaires ou en choses pas très forcément très évidentes ni très prouvées. Peut-être ça serait intéressant de les guider vers des prépas physiques, des entraîneurs spécialisés en musculation et qui prennent un petit abonnement à la salle. Et est-ce qu'à la maison, on peut faire peut-être déjà quelques exercices? Est-ce que tu aurais des exemples, Florence, toi, d'activités, de renfort qu'on puisse faire? Mais avant, tu veux rebondir sur ce qu'a dit Xavier. Est-ce que je suis condamnée à bouger? Est-ce que je suis condamnée à me renforcer? Oui, et encore plus quand tu vieillis. C'est-à-dire le temps qui passe fait qu'on perd de toute façon du muscle. Donc oui, on est condamné à le faire. Mais je pense qu'on peut y trouver rapidement tellement de bénéfices et de mieux-être que ça va pas être une corvée trop longtemps. Mais oui, c'est un vrai investissement. Et en termes à la maison, oui, moi je pense qu'il y a des choses à poids de corps qui peuvent être faites aussi de façon extrêmement intéressante. Et moi, dans ce cas-là, je me permets une petite punchline vers les WOD que propose Seb Cornette de la clinique du coureur dans le cadre d'une exposition comme ça à poids de corps et un peu spécifique course à pied. Moi, pour faire ces WOD, allez, au maximum, quand je pars en cours, j'emmène une kettle de 16 kilos et un élastique jaune, les trucs un peu résistants. Et on peut faire des choses extrêmement intéressantes qui vont allier à la fois du travail de force, donc avec peut-être beaucoup de répétitions, parce que c'est sûr que quand on n'a pas de poids additionnel, il va falloir faire un petit peu plus de répétitions. Mais on sait qu'on fait du muscle aussi bien si on va jusqu'à l'épuisement ou si on fait avec de la force additionnelle. Donc peut-être que à la maison on va plutôt jouer sur le nombre de répétitions, puis en salle on va plutôt jouer sur la charge additionnelle. Et puis après en y ajoutant des petits exercices favoris type burpee, type gainage, type single deadlift, enfin tout ce qu'on peut imaginer qui vont pouvoir avoir un intérêt extrêmement intéressant pour le coureur et puis pour la personne qui a envie de garder un bon niveau de forme physique en lien avec le temps qui passe. Donc, direction le magasin de sport pour aller trouver un kettle et une sangle. Florent, je voulais te demander par rapport donc à ce que l'on peut traverser. On parlait tout à l'heure du confinement. Est-ce que le stress peut impacter finalement le mal de dos? C'est pourtant pas forcément au même endroit, hein, le cerveau commande, mais est-ce que ça peut se répercuter sur le mal de dos? Je me vois dire, hein, voilà, j'en ai plein le dos aujourd'hui et ça se répercute peut-être sur mes lombaires. Est-ce que il y a des choses qui ont prouvé justement un lien entre ces deux parties du corps? En fait, on peut pas dire qu'il y a un lien direct entre stress et mal au dos, mais par contre, on sait que la construction de la douleur est fortement influencée par nos croyances, par notre état d'esprit, par ce qu'on vit au moment où on le vit, par le manque de sommeil, par toute la satisfaction au travail, etc. Donc, plus qu'un élément qui peut être un facteur déclenchant ou qui peut être responsable, il faut savoir que au niveau du cerveau, peut-être qu'il y a de la nociception là à ce moment au niveau de mes disques intervertébraux qui sont envoyés au niveau de ma corne postérieure de la moelle épinière. Et puis vu qu'en ce moment je vais plutôt très bien, je suis en Corse, je discute avec des gens sympas, je viens de faire un ultra où je me suis plutôt bien amusée, et il y a comme un système chimique qui bloque cette nociception, qui fait que ça monte pas à mon cerveau et que du coup, j'ai absolument pas conscience que mes disques sont un peu en train de m'envoyer des signaux comme quoi il faudrait peut-être que je me lève. Et puis je vais très bien vivre avec tout ça, puis tout va bien se passer. Et puis par contre, si je suis dans une situation de grande précarité, si je suis dans une situation affective un petit peu compliquée, si ça fait 3 nuits que j'ai pas dormi et que ça commence à vraiment à tirer, ces molécules qui bloquent les informations, non seulement elles vont pas être là,
mais en plus, le cerveau va ouvrir un robinet qui va faire en sorte que toutes les informations qui remontent justement dans la corne postérieure de la moelle vont arriver directement en lecture et en interprétation. Donc, pour un même stimuli nociceptif, certaines personnes vont avoir de la douleur et d'autres personnes vont rien sentir du tout. Et c'est là où finalement, peut-être que cette notion de stress ou cette explication de c'est parce que je suis stressée que j'ai mal au dos peut prendre tout son sens. En fait, la construction de la douleur, elle est vraiment faite pour deux choses: nous protéger, c'est-à-dire notre survie, et puis de temps en temps aussi nous reproduire. Donc c'est vrai, c'est des trucs basiques de l'être humain. Et dans certaines situations de stress intense, rappelez-vous, je sais plus comment, Hamilton, je sais plus c'est quoi son prénom, Hilary Hamilton, quelque chose comme ça, qui s'était fait mordre par un requin alors qu'elle surfait, elle avait perdu son bras. Elle a pas mal. Elle rentre sur la plage en nageant. C'est seulement après qu'elle a mal, parce que la préoccupation majeure, c'est de faire en sorte qu'elle survive. Donc, effectivement, le cerveau va avoir de temps en temps et notre système nerveux va avoir de temps en temps des capacités à interpréter un message ou faire qu'un message ne le soit pas, dépendamment de ce qu'on est en train de traverser. Alors, c'est intéressant. Et je voulais revenir, moi, sur des choses qui sont ancrées, sur lesquelles on devrait, entre guillemets, mettre un bon coup de pied pour dépoussiérer tout ça. J'en avais listé quelques-unes quand mon ostéo me dit « Monsieur Martin, vous avez le bassin qui est complètement bloqué ou vous êtes complètement déplacé une vertèbre ». Est-ce que c'est possible ? Non. Je vous prends à froid, là. Non, c'est pas ça. C'est juste essayer de répondre de manière extrêmement, on va dire, politiquement correcte. C'est une vision de l'esprit et c'est une façon de communiquer de la part, et il n'y a pas que les ostéos, il y a aussi des confrères kinés qui ont cette tendance à vouloir simplifier ou peut-être exagérer un petit peu un discours. Très clairement, non, une vertèbre qui se déplace, c'est quelque chose dans l'hypothèse où il faudrait l'entendre, c'est-à-dire que la vertèbre serait luxée, ce qui veut dire qu'il y aurait de grandes chances qu'il y ait des troubles au niveau neurologique extrêmement graves, avec voilà, si tu termines en fauteuil. Le bassin décalé, de la même manière, en fait, c'est juste que peut-être dans leur démarche, dans leur approche, il peut y avoir une petite perte de mobilité sous leurs doigts, tant est que leurs doigts soient capables de sentir une augmentation de mobilité sur une articulation, et que par leur technique ou autre, assez souvent passive, on va pouvoir redonner de la stabilité au bassin, et de la même manière qu'ils se déplacent pas, on le remet pas en place. Par contre, leurs interventions, qui peuvent être des manipulations, des mises en tension, faire craquer ou autre, peuvent modifier les symptômes, et finalement c'est ce que cherche le patient. Et mais clairement non, c'est le genre de choses, de la même manière que les médecins ont des discours un petit peu néfastes des fois en disant que la course à pied est mauvaise. Non, le bassin, Dieu merci, le bassin est stable, le bassin il prend des contraintes énormes et le bassin il est fait pour être stable et robuste. De la même manière, les vertèbres bougent et il faut qu'elles bougent, parce que si elles bougent plus, on pourrait même plus tenir debout. Donc Dieu merci qu'elles bougent, mais elles ne se déplacent pas comme on peut l'entendre. C'est une vision de l'esprit et le problème c'est que ça peut parfois avoir peut-être un petit côté, ce qu'on appelle nocebo, c'est-à-dire des choses qui vont avoir tendance à peut-être retarder ou dégrader un petit peu le potentiel de récupération du patient à cause de de ça. Je sais pas si j'étais assez politiquement correct, Flo. Ouais, non, absolument. Moi, je pense que, en fait, quelque part, c'est un discours qui fait souffrir à la fois, qui sert pas le patient et qui dessert aussi le professionnel qui s'en sert, parce que c'est mettre une tentative d'explication pour justifier ce qu'on fait. On s'en fout. Est-ce que ça marche? Est-ce que vous allez mieux après? Sur cette base-là, j'allais dire, moi, ça me suffit. Le patient qui a été voir l'ostéo et qui me dit après ma séance d'ostéo, ça m'a vraiment fait du bien et j'étais beaucoup plus à l'aise pour marcher. Et c'est très bien, c'est l'essentiel, c'est ce qu'on va chercher. Moi, je vois, j'ai un de mes collègues ostéo au cabinet, je vais le voir et tu sais quoi, parce que systématiquement, je le vois 4-5 semaines avant une course et à chaque fois que je le vois 4-5 semaines avant une course, je finis ma course. Et ça marche. Et l'essentiel, c'est ça, c'est ma recette. Et j'ai une confiance aveugle en ce qu'il me fait. Je cherche et je me sens très très bien après l'avoir vu.
je cherche surtout pas à y mettre des tentatives d'explication. Et je trouve que des fois, on n'est pas assez humble et on veut absolument justifier ce qu'on fait par des choses extrêmement brillantes. Mais restons humbles, cherchons déjà à savoir si ça marche. Et faisons la preuve de que ce qu'on fait marche. Et puis après, il y aura sûrement des gens extrêmement savants qui feront des études un petit peu plus poussées et qui iront peut-être expliquer que tout ça c'est de la neuroscience et que c'est que dans notre cerveau que ça se passe. Et ben ça me va aussi. Pareil, pas mieux. Alors, autre croyance entre guillemets, est-ce que le psoas est vraiment à l'origine de nombreux problèmes lombaires? Est-ce que c'est lui, ce muscle qu'on targue parfois d'être le muscle poubelle, est-ce qu'il a vraiment la grande responsabilité sur nos problèmes de dos? Et comment on peut l'étirer, le détendre pour qu'il arrête de nous chatouiller les vertèbres? Alors, qui prend la parole? C'est délicat. On va se mettre tout un pan de professionnels de la santé. Bon, non je pas à couperai. dos, mais non, tu couperas pas. Restons pragmatiques. Non, je pense pas. En fait, déjà, est-ce que quelqu'un est en capacité d'objectiver une problématique de psoas? Le problème du psoas, c'est que on lui reproche plein de choses, mais on peut peut-être, d'un point de vue palpatoire, aller sentir peut-être une contraction ou une zone un peu tendue en regard du psoas, mais celui qui va toucher le psoas de quelqu'un, franchement, il est vraiment très très fort. Alors peut-être que sur certaines filles dénutries et sportives de haut niveau, et peut-être notamment dans des sports où il y a des aspects esthétiques extrêmement importants, on doit pouvoir leur toucher leur psoas à elles. Mais franchement, chez 80% des coureurs de course à saucisson de mon village, on touche pas au psoas. Ça, c'est sûr et certain. Qu'on trouve des projections tendues du psoas, pourquoi pas. Et puis, c'est un des muscles qui nous sert à tenir debout, qui nous sert à fléchir les hanches. Quand on court, on fléchit la hanche. Qu'il soit un peu sollicité, ça me paraît aussi normal. Et en rapport avec le mal au dos, il y a rien sur la science qui relie psoas et mal au dos. Donc, moi, en ce moment, je suis assez intéressée par tout ce qui est problématique de hanche, peut-être parce que ça touche ma tranche d'âge notamment. Et je lisais un article d'Alison Grimaldi qui est vraiment une référence dans la hanche et qui disait mais arrêtez d'étirer les psoas des gens. Si tu étires trop ton psoas, finalement, tu vas augmenter ton pas postérieur et le fait d'augmenter ton pas postérieur augmente la charge au niveau de ta hanche de façon extrêmement significative qui pourrait justifier certaines pathologies de hanche et notamment tendinopathie du moyen fessier. Donc en fait, encore une fois, il faut essayer de pas trop prétendre être plus intelligent que notre propre évolution et puis de se poser la question, est-ce que c'est vraiment problématique? Chez un coureur à pied, j'allais dire peut-être que de s'étirer de façon globale les fléchisseurs de hanche, ça peut être intéressant parce que ça va conditionner le fait qu'il puisse aller vite. Le fait d'avoir un pas postérieur important chez le coureur à pied va l'aider à pouvoir augmenter la taille de sa foulée et potentiellement aller vite. Mais chez quelqu'un qui a mal au dos, sauf encore une fois s'il est assis toute la journée et qu'à un moment donné, il faut quand même qu'il puisse se mettre debout et se tenir droit. Chez quelqu'un qui fait 6 heures de vélo par jour et qui a un psoas fort en position raccourcie, mais que de temps en temps, il a envie d'aller chercher un truc en haut de son placard, ça peut valoir la peine d'étirer son psoas. Mais sinon, je suis pas sûre que ça a une grande valeur thérapeutique. Alors, le rôle des chaussures. Tu parlais, Xavier, tout à l'heure de l'usure de nos vieilles baskets. Est-ce qu'elles impactent finalement le mal de dos ou est-ce que on peut lutter par peut-être un travail de pied, un travail pieds nus sur herbe? Là, c'est la période. Le printemps fait que les pelouses sont magnifiques. Est-ce qu'on peut pas renforcer notre pied et de ce fait remonter après toute la chaîne postérieure jusqu'au dos par un petit travail de prévention ou est-ce que les chaussures ont vraiment un impact sur ces douleurs lombaires? Alors, pour parler du pied nu, c'est, je pense, une excellente façon de venir faire du renforcement du pied ou de la stimulation du pied.
Dans l'idéal, évidemment, ça va se faire pieds nus, pourquoi pas sur l'herbe, mais l'herbe, je crains toujours des gens qui ont des pieds un petit peu avec une peau fragile et qui pourraient peut-être se planter quelque chose sous le pied ou des cailloux ou autre et pas être très, très confortable. Le macadam, le bitume, c'est sale, mais tant qu'il fait pas 80 degrés, c'est quand même un bon moyen d'éviter les petits cailloux et de courir sur une surface dure qui renvoie finalement pas mal de sensations. Faut être extrêmement prudent, comme tout ce qui est nouveau, faut l'intégrer avec beaucoup de pragmatisme et de prudence, bien que le corps soit capable de s'adapter. Pour la course pieds nus, si c'est fait, ça doit être fait dans l'idéal, enfin pour moi, en début de séance, pour que toutes les adaptations qui peuvent se faire et peut-être ce qu'on appelle les bons comportements de modération d'impact continuent à se maintenir sur le reste de la séance quand on remettra les chaussures. Est-ce qu'on peut avoir la prétention de dire que ça va remonter au niveau du dos? Je pense pas. Par contre, le seul truc qui est sûr par rapport à la lombalgie, je suis toujours très embêté quand quelqu'un est lombalgique persistant ou très régulièrement il a des problèmes de dos. Quand sur mon tapis, il fait un bruit de marteau-piqueur, on dirait qu'il cherche du pétrole, comme ils disent dans Les Genoux dans le Gif, où ils ont une attaque talon avec une cadence extrêmement faible, où là, très clairement, on sait qu'on peut avoir le dos et les genoux qui vont avoir une augmentation de la contrainte plus importante. Peut-être que sur des gens très très persistants, j'irai travailler tout doucement, voir s'il est possible de venir modifier un petit peu leur foulée, au moins en épisode sous aigu, pour essayer de leur permettre de mieux reprendre la course à pied. Mais j'aurais du mal à être d'un avis tranchant là-dessus. Alors, avant de conclure l'épisode, mesdames et messieurs les experts, est-ce que vous pourriez redonner en 2-3 points les bonnes pratiques à suivre lorsque l'on rencontre un épisode donc de lombalgie lorsque l'on est runner, et derrière quelques préconisations, vous avec votre expérience et votre vie de coureur également. Florence. Je commence ? Ouais. Vas-y, Flo. Alors, allez, je commence, je me lance. Alors, la première chose, je dirais, ne pas avoir peur du mal au dos et ne pas être inquiet. La grande majorité des lombalgies, dans les 6 semaines qui suivent, les gens sont asymptomatiques, qu'on fasse quelque chose ou qu'on fasse rien. Donc, c'est plutôt quelque chose, l'histoire naturelle de la lombalgie, elle est extrêmement favorable. Ensuite, je vais tester de voir si quand tu cours, tu as plus mal ou tu as moins mal. Si tu as moins mal en courant, autorise-toi à aller courir et serre-t'en quelque part comme un antalgique, parce que c'est toujours ça de gagner sur son confort quotidien. Et puis, j'allais dire, consulte parce que c'est quand même important d'avoir en tête que le fait d'avoir mal au dos à un moment de ta vie te rend plus à risque d'avoir à nouveau mal au dos. Et si ça peut être le moyen ou le moment de mettre en place, à l'issue de cet épisode aigu, des petites routines pour pouvoir prévenir des récurrences, ce sera toujours ça de gagner aussi. Donc, consulte. Moi, j'aurais tendance à dire consulte quelqu'un qui a une spécialisation dans la prise en charge des lombalgies, et encore mieux s'il a la double casquette lombalgie et course à pied. En gros, tu consultes Xavier ou Florence. On remettra les liens de vos cabinets dans les notes de l'épisode. Non, on a trop de travail. Vous faites en visio ou pas avec la visioconférence? Mais ça, c'est sûr que c'est quelque chose qui peut effectivement se partager en visio. Et puis, par rapport à la course que disait Xavier, c'est sûr que dans certains cas, faire en sorte d'avoir des bons comportements de modération des forces d'impact qui diminuent un petit peu la charge, notamment sur les articulations supérieures, genoux, hanches, dos, ça pourra quand même être extrêmement intéressant. Puis en plus, il y aura plein d'autres intérêts, que ce soit en termes d'économie de course, de plaisir, etc. Donc, ce sera un peu le schéma classique, mais j'insiste sur le fait de consulter parce que faut aussi savoir être en capacité de pouvoir recevoir des informations sur bonne et mauvaise douleur. Xavier, quelques conseils pour rebondir sur ce que Florence a déjà avancé? Là, clairement, je vois rien à rajouter et je résumerai je pense déjà écouter votre corps. Si peut-être que votre corps vous envoie des signaux qui disent qu'il est temps de reprendre ou temps de ne pas reprendre, se faire accompagner et puis surtout prendre du plaisir, quoi. C'est-à-dire quelqu'un qui veut reprendre la course mais qui n'en a pas envie, ça va être compliqué. Et j'insiste beaucoup, peut-être trop, sur ce côté plaisir, mais il y a rien de mieux que de voir le sourire des patients qui ont qu'une seule envie, c'est reprendre la course, les coller sur tapis, puis leur dire au bout d'une séance, en serrant la main, on fait un petit programme de reprise et puis va dehors, prendre de la vitamine D, un petit peu de soleil et surtout écoute ton corps en te faisant accompagner. Je pense que c'est le meilleur conseil possible. Bête et méchant. Eh bien, merci pour tous ces conseils. Avant de vous laisser partir, parce que vous avez, je pense, un emploi du temps chargé dans vos activités respectives,
Quels sont vos objectifs, votre actualité du moment, Florence ? Alors, mon actualité du moment, c'est de me remettre du mute. J'ai passé un super trail à Madère, mais 2 ans sans ultra, ça diminue quand même un petit peu la tolérance à la douleur, je pense, parce que je me suis un peu fait mal quand même, sur la fin notamment. Mais bon, globalement, super expérience. Et notre future, j'allais dire actualité, elle est commune. C'est ça. Donc, on va faire tous les deux le Scal Trail, le 2x40. Donc, mon objectif, c'est de me remettre du mute et puis après de me faire tracter par un sanglier sur le Scal Trail. En mode canicross. Je vais essayer d'accrocher Florence dans les montées. Elle va me tirer à plat, par contre. On va faire chacun sa part. Donc, Xavier, oui, trail également, reprise progressive de l'activité. Ouais, là j'essaie de combiner la vie privée, la vie perso et un peu d'entraînement. À titre perso, je m'en vais en vacances demain, donc ça c'est plutôt sympa. Et puis finir de préparer les ouchkal, comme ils disent, parce qu'on va se faire incendier par les Basques si on prononce mal le mot basque par les Basques. Et puis j'espère refaire quelque chose de très sympa au Luchon en Eto Trail. C'est une course où j'ai pas mal la poisse, où à chaque fois que je dois y aller, il se passe quelque chose. Donc j'aimerais bien y aller pour de vrai là, dans de bonnes conditions, et faire le 2x40 aussi, le challenge, et essayer de m'amuser surtout, et que ça se passe bien. Eh bien, moi, je vous remercie pour vos précieux conseils qui aideront, je pense, beaucoup de personnes, à commencer par moi, sur la prévention donc du mal de dos et le fait de toujours continuer à courir. Ce sera le maître mot. Le mouvement, c'est quelque chose d'important. Donc, un grand merci tous les deux, Florence et Xavier, pour votre œil d'expert sur cet épisode. Merci beaucoup, Sébastien. Merci beaucoup, Seb. Et pour les auditeurs, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes. Bonne semaine à vous. J'espère que cet épisode avec invité vous aura plu. Je vous remercie infiniment de votre écoute. Pour faire remonter le podcast dans les classements, je vous invite à laisser une petite évaluation sur Apple Podcast, 5 étoiles, un petit commentaire, ça me fera énormément plaisir et vous permettrez au podcast d'être remonté, diffusé, déployé sur ces différentes plateformes de façon plus importante encore qu'il n'est actuellement. Et puis je vous invite à me retrouver sur les différents réseaux, Facebook, Instagram. Laissez votre petit message, votre commentaire, ça me fait plaisir d'échanger avec vous. Si vous avez des questions, si vous voulez échanger sur quelconque sujet en lien avec la course à pied, mais pas que, parce que le sport c'est une philosophie de vie et c'est une passion qui nous anime de façon commune, donc n'hésitez pas à venir échanger avec moi. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes.